Bonjour tout le Bravo. monde pour cette keynote de l'après-midi. Merci d'être là. Merci d'être en ligne aussi côté du PIAF. On est très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui Olivier Mi qui va nous parler de plein de trucs super. Le titre étant trop long à lire. Bonne journée et bon courage Olivier. Merci bien. Donc, bienvenue à cette session intitulée, donc je vais lire le titre, Agilité et simplicité vers une transformation significative. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Olivier Mi et j'accompagne aujourd'hui des personnes à développer ce que j'appelle l'intelligence de l'action, c'est-à-dire cette capacité à avoir le maximum d'impact avec le minimum d'effort. Ce qui fait que le sujet de la simplicité est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je vous ai simplement mis une URL de mon blog sur lequel vous pouvez retrouver des choses. Je vous invite à être curieux et curieuse pour voir ce qu'il y a derrière. Avant de démarrer la session, je voulais remercier, comme à chaque session, mais véritablement c'est important, les sponsors d'Agilnior et du PIAF qui permettent que cet événement ait lieu et qui me permettent d'être devant vous ici aussi pour cette session. Et bien évidemment aussi à toutes les équipes d'organisation qui nous subissent en tant qu'orateurs. Et merci à vous, en tout cas, pour tout ça. Alors, cette session, en fait, elle est une réaction à une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines avec un groupe de participants que j'avais eu en formation. Et je leur ai demandé, Agile, pour vous, c'est quoi? Ça vous inspire quoi? Et les réponses étaient intéressantes. Personne m'a dit, l'Agile, c'est compliqué, un vocabulaire compliqué. Il y en a d'autres qui me disaient, en Agile, il y a trop de réunions. D'autres personnes qui m'a dit, bref, l'Agile, c'est juste pour la vitrine, c'est bien pour vendre, mais après, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Une autre qui dit, le truc avec les tribus et les squads, là, ça, ce truc. Donc, il y en a que je n'ai pas mis, hein, qui était, ouais, donc dans l'Agile, il y a BO, PO, SM, QA, c'est quoi le prochain tirage du truc? Je ne l'ai pas mis, mais voilà l'idée, en fait, des échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes-là. Et je me suis dit, c'est vrai que l'agilité, si on la présente comme ça, ou encore comme ça, voire même comme ça, mais c'est plus coloré, c'est plus nouveau. Mais je pense que le mieux, c'est si on la présente comme ça. Peut-être qu'on a loupé un peu quelque chose sur le chemin. Et donc, ça m'a amené à continuer la réflexion pour me dire, mais peut-être qu'il y a une petite différence et un petit écart entre le rêve de nos intentions, qui sont probablement très positives, de développer des équipes, des organisations qui sont responsables, engagées et qui sont fiers de ce qu'elles font, et finalement une certaine réalité qui est un peu plus sombre, avec des équipes parfois qui se sentent frustrées, des équipes qui se sentent incomprises, voire même désabusées parce qu'il y a cette impression de fausse promesse. Et donc ça m'a amené en fait à quelques questionnements. Le premier, c'est le suivant. Est-ce qu'en fait, on adresse les bons problèmes? Parce que du coup, s'il y a autant de résistance par rapport à l'agilité, peut-être qu'en fait, c'est qu'une lubie d'experts qui sont décorrélés du terrain. Et du coup, en corollaire, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'en fait, on fait plus de bien que de mal? Je n'ai pas de réponse au sujet, mais c'est les réflexions que j'ai eues depuis ces quelques semaines. Et pour aller dans cette direction-là, je fais juste un clin d'œil à un de nos collègues, il s'appelle Denis Migaud, qui a fait une conférence sur ce sujet. Donc, je comprends bien que je ne suis pas seul à me poser la question. Il s'appelle « Souffrance au travail, comment l'industrie agile y contribue ». Donc, la dernière version était à l'Agile Lorraine 2023. Je vous invite à aller la visionner, simplement pour avoir son point de vue, et donc de regarder cette conférence avec curiosité, encore une fois, parce que tout est contextuel. Mais c'est véritablement un questionnement qui est aujourd'hui, quel est l'impact réel que l'on a lorsqu'on fait ça? Tout ça étant dit, lorsqu'on parle d'agilité, on prend le manifeste agile souvent avec ses X principes. Et la réflexion que j'ai eue, c'est qu'il y a un principe bien officiel qui semble pourtant être bien oublié. C'est celui-ci. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle.
Et ça va être le cœur de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et lorsque je prends un sujet comme ça, je commence à faire des recherches et je suis tombé sur ce bouquin-là de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de la simplicité. Donc c'est un bouquin qui est, j'ai envie de dire pas récent, mais tout est relatif, il date plutôt des années 2000, 2005, et qui parle, comme vous voyez, de simplifier sa vie. C'est l'enrichir. Donc il n'y a pas de lien directement avec l'entreprise, mais vous allez voir qu'on va peut-être pouvoir en faire. Quand je dis peut-être, comprenez sûrement. Et quand on lit un petit peu la devanture, elle dédie ce livre aux personnes qui désirent vivre plus simplement, et donc mieux matériellement, physiquement, psychologiquement et spirituellement, afin de les aider à explorer l'immense potentiel dont ils sont dotés. Et je me suis dit, pourquoi pas nous? Et donc, je suis allé un peu creuser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit que, et donc à cette période-là, elle nous disait déjà qu'à l'époque, on commençait à voir les enjeux et les potentiels dangers d'une société de consommation qui est dans l'excès et l'opulence. Et on peut le voir sous plusieurs aspects. On peut voir que l'énergie et les ressources ont été utilisées d'une manière non, on va dire, non réglementée, on est vraiment dans l'excès. Et aujourd'hui, on a pu voir des réductions à ce sujet-là, mais également dans les biens matériels. Typiquement, si on prend l'exemple de la fast fashion, on voit bien qu'on est dans l'excès du vêtement. Fast fashion, au cas où. Et donc, ce qui est important, au final, n'est pas de savoir est-ce que ce vêtement-là, je l'aime bien, est-ce qu'il correspond à mes besoins, mais c'est plus, est-ce que je vais avoir quelque chose de nouveau? C'est quoi la prochaine nouveauté que je vais avoir? Et donc, du coup, plus j'ai de la quantité, moins je vais valoriser ce que j'ai. Donc ça, c'est un peu le constat qu'elle faisait déjà à l'époque, qui est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a toute une population qui se pose quand même des questions et se dire, en fait, nous, on aimerait bien revenir à quelque chose qui est plus simple, qui est plus naturel. Et quand on dit naturel, c'est qui va plus avec ce qui se passe et comment on vit. Et donc, derrière cette simplicité, ce naturel, il y a une recherche naturelle du sens. Qu'est-ce qui fait que je fais ça? Comment est-ce que je me reconcentre, moi, sur mes besoins et ce que j'ai envie d'apporter à ma vie et au monde? Et surtout, comment est-ce que moi, je peux faire des choses qui correspondent à mon identité, mais qui permettent de rester en harmonie avec le contexte dans lequel je suis. Voilà un peu le contexte. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, la simplicité, c'est posséder peu pour laisser la voie libre à l'essentiel et à la quintessence des choses. Pourquoi c'est important? C'est de comprendre que c'est quand on commence à éliminer des choses que véritablement on va redonner de la valeur à ce qui reste. Et donc cet exercice d'éliminer nous permet vraiment de vivre plus pleinement. Et c'est exactement le cas dans les organisations. Potentiellement que si vous commenciez à enlever certaines pratiques qui vous irritent, peut-être que vous sauriez ce qui vraiment a de la valeur pour vous. Un sujet qu'elle évoque, c'est justement le poids des possessions. Elle est belle l'image, hein? Bon, c'était juste pour me détendre. Ce qu'elle nous dit dans le livre, c'est que la difficulté avec les possessions, c'est qu'il y a certaines personnes, encore une fois, qui vont voir leur possession comme étant un reflet de leur identité et qui va être un reflet également de leur sentiment de réussite, d'accomplissement. Ce qui fait que c'est problématique dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si je possède des choses et que c'est ce qui fait que je me sens bien, du coup, je vais toujours avoir envie de chercher autre chose. Et dans le monde un peu agile, ce que moi je vois et que je trouve intéressant, c'est que par exemple, fut un temps, on faisait du Scrum et tout le monde faisait du Scrum. Donc moi aussi, je veux faire du Scrum. Puis ensuite, j'ai envie de faire du Kanban. Sauf que le Kanban, généralement, c'est parce que je ne voulais pas faire du Scrum. Puis ensuite, tout le monde parlait de Design Thinking. Puis ensuite, on a parlé de quoi? De Lean IT, Lean UX, Lean Startup. Et puis maintenant, c'est Team Topology. Puis après, c'est Unfix. Puis après, c'est Org Topology, etc. Mais la question qui se pose, c'est malgré la valeur que tous ces modèles peuvent avoir, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça répond à vraiment des problématiques qu'on a sur le terrain? Le message ici, c'est donc d'être maître de nos désirs et pas esclave de nos possessions. Parce que malgré le fait qu'on puisse le penser, ce sont plutôt nos possessions qui vont piloter la manière dont on se comporte.
Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez le voir avec les téléphones portables. Là, je le vois avec tout le monde, les photos. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va être en ligne. Il n'y a pas de... Et donc, le message ici, c'est de connaître les limites de vos propres besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des choses que l'on a, que l'on achète et que l'on va chercher. Est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin? Il n'y a pas de problème avec les envies. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel et comment est-ce que vous pouvez vraiment différencier? Est-ce que cet élément-là, c'est un besoin pour répondre à des problèmes que vous avez ou est-ce que c'est simplement des envies? Un autre aspect qui est décrit, c'est que finalement, jeter, c'est prendre des décisions qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que chez vous, peut-être que vous avez ce jean qui date de je ne sais pas combien d'années, et puis vous vous dites, c'était avant, et un jour je le remettrai. Ou cette belle chemise qui vous rappelle en fait cette nostalgie d'une époque qui est révolue. La problématique en fait de garder ces éléments qui ne vous sont pas utiles véritablement, c'est qu'en fait, ça peut avoir tendance à nous enfermer dans le passé. Si ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, tant mieux. Mais là, je parle d'objets, mais je peux aussi parler de personnes, de relations. Qu'est-ce qui nous garde dans le passé et qui nous empêche d'aller dans le futur? Il arrive parfois que des gens aussi aient cette culpabilité de jeter. Ils disent, moi, je ne veux pas gaspiller, parce que j'ai eu tellement de mal à avoir certaines choses que je ne veux pas gaspiller. Mais gaspiller, c'est quoi? C'est garder quelque chose qui ne vous est pas utile. Donc, si vous jugez de ce qui vous est utile, du coup, vous allez pouvoir donner, recycler, vendre quelque chose qui pour vous n'est pas utile. Donc, ce n'est pas du gaspillage en tant que tel. Donc, cette culpabilité est quelque chose qui est plus une excuse à ne pas faire cet effort plutôt qu'une réalité. Et je me suis dit que c'était quand même étonnant qu'on préférait le confort de l'inconfort plutôt que d'aller chercher on préférait l'inconfort du confort. Mais je pense que je me plante dans toute ma phrase. On va mettre ça de côté. Dit autrement, parce qu'on peut tromper, c'est ça, c'est ça. C'est l'effet des mots, c'est bien. Tout ça pour dire, on y est, que jeter, ça requiert de l'effort. Okay, pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre. La décision à prendre est toujours de savoir qu'est-ce qui m'est utile et qu'est-ce qui ne m'est pas utile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais dès qu'on a jeté, et peut-être que vous l'avez vu chez vous, même quand vous rangez chez vous, d'accord, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se donne de l'espace, ça nous permet de pouvoir plus facilement créer ce qu'on a envie de créer. D'accord? C'est pareil pour un bureau, c'est pareil pour une chambre, c'est pareil pour tout ça. Le message étant que si on veut avancer, si on veut changer, quoi qu'il arrive, rien qu'en marchant, vous voyez bien que pour avancer, il faut bien arracher le pied de derrière pour le mettre devant. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière si on veut réussir à avancer? Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir vous libérer du poids du passé, pour embrasser l'avenir avec courage. Donc le fait de jeter, chaque chose que vous jetez, c'est un oui que vous dites à quelque chose de nouveau, qui potentiellement est quelque chose que vous embrasserez plus de par qui vous êtes aujourd'hui. Un autre sujet, c'est que le fait de vouloir vivre frugalement, manger moins, dépenser moins, consommer moins, si ce n'est pas la norme, on peut avoir une certaine crainte d'être différent et mis à l'écart. Pourquoi? Parce que si on commence à faire ça, par rapport à la norme, on est un danger pour l'économie. Si on ne consomme plus, plus d'argent qui va à gauche à droite, et ça devient dangereux. Et le pire dans tout ça, c'est si moi, je contribue à cette société de consommation, je peux mépriser et marginaliser ces gens-là. Ils sont bizarres. Pourquoi ils font ça? D'ailleurs, s'ils le font, c'est pour se rendre intéressants. Ils sont hypocrites, en fait. Ils sont avares. Donc, cette crainte-là peut nous empêcher d'aller dans cette direction-là. Alors que, en fait, les personnes qui font ces choix-là, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles font autrement pour vivre pleinement ce qu'elles ont envie de vivre. Dit autrement, elles expriment encore plus leur propre identité plutôt que simplement suivre un mouvement qui est un mouvement de masse. Et ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que quand je fais un mouvement qui vient de ma propre identité, j'en assume entièrement les conséquences.
Donc, du coup, j'ai plus besoin d'épier les autres, autant que je me concentre sur moi. Et puis j'avance. On en arrive donc à l'art du minimalisme ou de l'essentialisme, qui nécessite, au-delà du terme en lui-même, certaines compétences. Il y en a 3 en particulier. La première, c'est la discipline. C'est cet acte répété de se contraindre. Donc, contraindre à quoi? Contraindre à jeter, mais aussi évaluer ce qui nous est utile, ce qui ne nous est pas utile. La deuxième compétence, c'est la netteté. Vous voyez qu'elle se combine. Hein. Comment est-ce que je peux avoir la discipline de créer la netteté? Donc, je reparle encore du bureau. Je reparle, moi, personnellement, c'est au niveau de mon évier et de ma vaisselle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un égouttoir. Mais à la maison, moi, il y a toujours la vaisselle sur l'égouttoir et je suis toujours à prendre et les ranger. Parce que ce n'est pas net. D'accord? Chacun ses tocs. Hein. Mais oui, la netteté permet vraiment de pouvoir s'exprimer. Et donc derrière, la volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision à prendre à chaque fois. Et il est facile de rester avec ce qui est. Donc voilà, ces 3 compétences sont importantes. Tout simplement pourquoi? Pour vous permettre d'apprendre à éliminer en douceur, mais avec rigueur. Et la difficulté, elle est là. Mais c'est tout ça qui est intéressant dans le changement aussi, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé de tout balancer tout de suite. C'est un processus dans lequel vous pouvez aller en douceur. Mais par contre, il y a une certaine rigueur derrière pour pouvoir maintenir les résultats que vous voulez obtenir. Un autre message, c'est donc de choisir ses possessions sans les subir. Pour ne pas les subir, il faut savoir ce que l'on aime et savoir ce que l'on n'aime pas. Il faut savoir préciser ses goûts, mais aussi ses opposés. Et donc, lorsqu'on a réussi à définir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, c'est beaucoup plus facile de faire des choix, mais il devient important de faire des choix exigeants. Vous savez, cette chaussure, vous voyez une paire de chaussures qui est belle, mais quand vous la mettez, vous sentez que ce n'est pas top. Et là, vous avez ce choix, vous dire, est-ce que je la prends quand même, parce qu'elle est belle, quitte à souffrir toute ma vie, ou est-ce que j'accepte de ne pas la prendre et de choisir autre chose? Cette exigence-là est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui va vous suivre derrière. Et donc, l'important, c'est bien d'évaluer ce que vous voyez, ce que vous avez, et potentiellement, dans la continuité, ce que vous allez jeter. Pourquoi? Parce qu'on a tous et toutes, je suppose, utilisé un couteau qui ne coupe pas. Non? Si? Un couteau qui ne coupe pas, c'est super frustrant. D'accord? Et puis on se dit, c'est pas grave, on ne l'a pas acheté cher. Mais quand même, il ne coupe pas. Alors que ce couteau-là, vous imaginez bien, c'est un couteau, quand vous le prenez déjà, rien que dans la main, il est agréable. D'accord? Pourquoi? Parce que le poids probablement a été équilibré de manière à ce que ça ne vous fasse pas mal à la main. Quand vous commencez à couper ce que vous avez envie de couper, vous avez le plaisir de la cisaillation, de la découpe. Voilà. Donc, au-delà, c'est ça qui est important, c'est qu'au-delà de la fonction même de l'objet, vous avez autre chose avec. Vous avez un certain plaisir qui vient avec. J'ai l'impression de faire du web marketing. Mais si je prends un autre exemple, là, c'est un objet, mais c'est pareil pour un service. J'ai eu l'occasion, juste hier, de manger dans un resto gastronomique. Et j'avais oublié. Mais en fait, il n'y a pas que le repas dans un resto gastronomique. Quand on y va, on n'a même pas le droit de prendre son manteau et d'aller le mettre sur sa chaise. Il y a déjà quelqu'un qui est là, qui nous prend et qui le met en fait directement sur le manteau. Puis presque qui nous assoit. Et puis qui nous explique toujours ce qu'on a commandé sur le menu, mais qui nous réexplique quand même quand le plat il arrive. Voilà ce que vous allez manger. Donc il y a tout un service qui vient derrière et il y a toujours des petites surprises. Moi, j'avais pris un cocktail sans alcool et j'ai récupéré une dizaine de petits gâteaux à côté, etc. Le geste est sympa. Donc derrière un service, il y a non seulement la fonction principale de ce que je viens chercher, mais il y a aussi l'expérience qu'il y a derrière. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on a goûté à la qualité, on s'accommode difficilement de la médiocrité. Donc le fait de faire des choix et de chercher des choses qui nous correspondent beaucoup mieux, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de liberté et plus d'épanouissement.
Cela étant dit, lorsque vous avez choisi les éléments que vous gardez, ce qui va être important, c'est d'harmoniser ce qui reste. Ce que Dominique nous dit, c'est que la simplicité, c'est aussi créer une harmonie entre très peu d'objets, les seuls indispensables. Et quand vous faites ça, vous créez cet environnement dans lequel vous et les autres avez cette capacité de pouvoir vous épanouir, vous réaliser et faire ce qui vraiment est quelque chose qui est important pour vous. Parce qu'on ne va quand même pas l'oublier. Dans une maison, ce n'est pas la décoration qui devrait être essentielle, mais les personnes qui s'y trouvent. Et potentiellement que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Donc, mon invitation ici, c'est vraiment de réfléchir à tout ce qui est mis en place dans vos entreprises, que ce soit des pratiques, des processus, toutes les réunions que vous faites, voire même tous les services et toutes les prestations que vous avez, le cas échéant. Est-ce que tout ça, c'est un environnement qui vous permet d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer en tant qu'entreprise ou non? Quelques conseils qui viennent donc du livre. Je vous en ai fait une sélection, tout simplement parce qu'il y en a plus de 30 et que on va essayer de s'appliquer quand même ce qu'on raconte ici. Le premier, c'est n'acceptez pas ce que vous ne voulez pas. Bien sûr, ça veut bien dire que pour un prérequis, c'est de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Deuxième élément, ne vous sentez pas coupable de jeter. Si vous avez évalué la chose, faites un choix conscient. Le troisième élément, c'est vérifier l'adéquation entre vos besoins et vos possessions. Et si vous doutez, jetez. Au pire, si c'était important, vous le saurez après. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je garde ça? Donc, bien évidemment, quand on se pose cette question-là, un prérequis intéressant, c'est de lister tout ce que l'on a. Et après, vous pouvez voir ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et si un instant T, c'est simplement un souvenir qui vous est heureux, pourquoi pas? Mais si à un moment donné, vous avez l'impression que ça vous pèse plus que ça ne vous aide, à ce moment-là, on jette. Distinguez vos besoins de vos envies, comme je l'exprimais plus tôt. Et enfin, privilégiez la qualité. Vous y gagnerez en satisfaction. Si maintenant on parle de transformation. Dans une transformation, une manière simple de voir la transformation, c'est de voir ça comme un voyage, pas comme des pieds, comme un voyage. Et dans un voyage, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? C'est un contexte. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous voulez partir en voyage? Parce que à ce moment-là, peut-être vous êtes un peu fatigué, il n'y a pas eu assez de soleil. Et du coup, c'est ça que vous avez envie d'aller chercher. Dans le monde des entreprises, très simplement, on peut très bien partir de la même chose. Quelles sont les sources d'insatisfaction que vous avez aujourd'hui et qui vont être motrices pour aller dans une certaine direction? Les sources d'insatisfaction non seulement internes, mais aussi externes. Le fait d'avoir ces informations-là vous donne non seulement le levier pour bouger, mais vous avez aussi quelque chose que potentiellement vous pouvez suivre, plutôt que vous ayez déjà fait le pas et qu'on vous demande après, mais du coup, c'est quoi qu'on suit? Je ne sais pas si ça résonne chez certaines personnes. Et le troisième élément, ça vous déclenche un périmètre. Je sais à quel endroit je vais suivre les choses. Il y a aussi une destination. Mais cette destination, véritablement, ce n'est pas important de savoir si c'est en Italie que je vais, ou en Corée, ou au Japon. Bon, j'avais plus de pays en Asie, hein, mais l'idée derrière, ce n'est pas tellement le pays en lui-même, hein, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas. Donc, c'est quoi le résultat que je vais aller chercher là-bas? Est-ce que c'est parce que je suis fan de la culture des dramas coréens et donc je vais aller là-bas et je vais aller vivre un peu comme ça pour être un peu avec eux? Est-ce que je veux aller voir certains monuments pour l'émotion que ça va me générer? Donc, c'est vraiment cette réflexion de la destination. Ce n'est pas l'action en elle-même, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. Et enfin, le chemin. Donc là, bien sûr, hein, dans l'image, le chemin est droit. C'est tout ce que, au départ, on croit qu'il est droit. Et puis après, la vie s'en mêle. Et donc, dans le chemin, bien évidemment, c'est les contraintes. Qu'est-ce qui vont nous permettre de faire le choix pour savoir quel est le bon chemin qui me correspond à ce moment donné? Dans le monde de l'entreprise, en tout cas, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est bien sûr le temps. Est-ce que je veux faire des choses vite ou moins vite? Le deuxième, c'est l'argent. Qu'est-ce que je suis prêt à dépenser? Et un troisième, qui est conscient ou inconscient, mais qui me paraît fondamental, c'est quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire.
Est-ce que je suis prêt à aller dans la destination que je veux aller en remettant en question l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à remettre en question les processus? Est-ce que je suis prêt à remettre en question mes rôles, mes identités en fait, à l'intérieur? Est-ce que je suis prêt en fait, à faire bouger et faire un tremblement de terre dans mon organisation? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ce questionnement sur les sacrifices, en tout cas personnellement, c'est souvent un des blocages principaux que j'ai pu avoir. Imaginons maintenant que dans votre voyage, vous vous êtes dit agilité, ça a l'air d'être sympa. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire agilité? En fait, l'agilité, c'est des gens qui se sont dit un jour, en fait, la manière dont on faisait avant n'était pas forcément la plus adaptée par rapport à un contexte de maintenant. Donc, c'est un changement de paradigme de ces personnes qui se sont dit, elles ont remis en question des pratiques parce qu'elles n'étaient pas satisfaisantes. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, ce serait bien de remettre en valeur les individus et leurs interactions. La question qui se pose, c'est si je remets des choses en question, c'est quelles sont les questions que je me pose? Et une autre manière de regarder le manifeste agile, ça pourrait être de cette manière-là. Quels sont les genres de processus et d'outils qui me permettraient de mettre en valeur et de redonner le pouvoir en fait, aux individus d'interactions? Quelles seraient les formes de contractualisation qui amélioreraient cette collaboration client? Quels sont les types de documentation qui nous permettraient de faire que les solutions marchent? Et quelles sont les sortes de planification qui nous permettraient de pouvoir nous adapter au changement? C'est une autre manière de voir le manifeste, mais qui est fondamentalement une remise simplement en question, cette capacité à remettre en question ce que l'on fait pour trouver ce qui est juste pour nous. Et du coup, comment ça se passe? Comment on peut faire? Ma proposition, celle-ci, c'est, première chose, c'est de visualiser. Visualiser quoi? Simplement ce qu'on fait, comment on le fait, et avec qui on le fait. C'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est de se focaliser. Du coup, vous l'avez vu avant que je le dise. C'est faire moins c'est faire moins pour faire mieux, parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Dit autrement, on préfère avoir un résultat petit et sûr sur lequel on va pouvoir réfléchir, plutôt que d'avoir l'hypothèse de quelque chose qui serait plus grand et plus beau et qu'on n'aura peut-être jamais. Et pourquoi c'est important d'avoir un résultat? C'est que le troisième point, c'est d'adapter. Mais qu'est-ce qu'on veut adapter? On veut adapter notre travail, notre processus et nos personnes, le cas échéant, par rapport aux résultats qu'on a eus. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important, c'est que ça ne sert à rien d'adapter pour adapter. Si le résultat que j'obtiens est positif, autant essayer de bien m'assurer que je suis capable de reproduire ce résultat. Mais si le résultat est négatif, donc pas dans la direction que je souhaite aller, à ce moment-là, on va commencer à travailler ensemble sur comment faire mieux. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je maintiens tout ça? Peut-être que la question que vous auriez, c'est quels outils, quelles méthodes agiles? Peut-être qu'il y a la méthode agile qui pourrait nous sauver, faire ça. Et en fait, de cette réflexion, je me suis rappelé d'une phrase qui est vraiment la première phrase que j'ai lue et qui a résonné chez moi quand j'ai commencé à faire l'agilité et qui apparaissait sur mon tableau, mon premier tableau que j'ai fait. C'est celle-ci. La chose la plus importante à savoir au sujet des méthodes ou processus agiles, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a que des équipes qui sont agiles. Les processus que l'on décrit comme agiles sont des environnements pour permettre à une équipe d'apprendre à être agile. Et cette phrase, elle vient de qui? Il y a un monsieur qui s'appelle Don Wells et qui a contribué au développement d'une approche qui s'appelle Extreme Programming, qui fait partie des méthodes agiles en fait, qui ont généré, on va dire, le rassemblement pour le manifeste agile. Et du coup, si on comprend que l'agilité, finalement, c'est une capacité, ce qui est important en fait, à mettre en œuvre, c'est de créer cet environnement avec des bonnes conversations. Et donc, quelles sont les conversations qui nous paraissent importantes pour pouvoir entretenir tout ça? Je me suis basé sur donc, une référence qui s'appelle Agile Conversations de Douglas Squirrel et Jeffrey Frederick. Il nous en donne 5.
La première, c'est une conversation sur le sens, tout simplement sur le pourquoi on fait les choses. Et si on a ces conversations sur le sens, non seulement je sais où je vais, mais je sais pourquoi j'y vais aussi. Et dit autrement, ça me permet aussi de jauger. Est-ce que mon action, elle est utile? Est-ce qu'elle me permet d'aller au bon endroit? Et ça me permet aussi de ne pas faire des choses. Et donc, la première chose, une conversation sur le sens. Deuxième conversation, sur les engagements. Donc, j'aurais pu l'écrire comme dans le livre, qui est Accountabilities, ça correspond plus aux responsabilités, aux redevabilités. Donc, ça, je crois, dans les organisations, on aime bien faire des ateliers rôles et responsabilités. Mais fondamentalement, ce qui est important, ce n'est pas le titre, c'est sur quoi moi je m'engage à l'intérieur. Et donc, dans les engagements, il y a non seulement un engagement individuel par rapport à ce que je suis censé produire, mais il y a aussi un engagement mutuel avec mes collègues. Qu'est-ce que je te dois pour que justement on aille ensemble dans la même direction? Et il y a un engagement ensuite collectif. Nous, on s'engage sur quoi par rapport à ce pourquoi on est payé. Et du coup, le fait de discuter sur ça, c'est qu'on va plus facilement réussir à partager les objectifs, mais également de partager les risques qui viennent derrière. Troisième conversation, ce sont les inquiétudes. Pourquoi? Parce que dans une équipe, il y a des humains, des humaines aussi. Mais derrière ça, il y a aussi des peurs. Et ces peurs-là, ça peut être très simple. C'est est-ce que moi, j'ai déjà vécu dans une transformation comme ça n'a pas marché, ça a été dur pour tout le monde. Le fait de le savoir, ça nous permet de réajuster la chose. Le fait de me dire, moi, je ne suis pas sûr que ce qu'on me demande, je suis capable de le faire. C'est bien de savoir, parce que par rapport aux engagements qu'on a, en fait, ça va nous permettre de nous réadapter. Et toutes ces conversations-là vont nous permettre de nourrir une quatrième conversation, qui est une conversation sur la confiance. Pourquoi? Parce que les inquiétudes ont ouvert la porte à une vulnérabilité qui nous permet en fait de savoir si oui ou non je peux compter sur toi par rapport à l'objectif que l'on a. Et on sait aujourd'hui que dans énormément de modèles autour des dynamiques d'équipe, que la confiance est un pilier essentiel. Ma lecture de la cinquième conversation, parce que je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il le voyait, mais c'est ma lecture, c'est que la cinquième conversation, pour moi, elle est nourrie par toutes les autres. Et c'est une conversation sur les apprentissages. Parce que je vous rappelle que derrière, c'est une capacité qu'on cherche à développer. Et donc, c'est quelque chose que l'on apprend et que l'on maintient. Et derrière la conversation, derrière les apprentissages, il y a une conversation que je trouve que l'on n'a pas assez souvent, c'est une conversation autour des compétences. C'est-à-dire que derrière un Scrum, derrière un Kanban, derrière un XP, derrière etc., il y a un postulat de base qui est qu'on a les compétences pour faire ce que l'on a à faire. La question qui se pose, est-ce que c'est toujours le cas? Et du coup, on a l'impression que le fait de mettre en place une approche agile, ça va nous sauver. Non, parce qu'on n'a pas les prérequis au départ. Mais le fait d'avoir ces conversations sur les apprentissages, ça va nous permettre déjà de savoir où on est, d'avoir cette conversation sur les compétences et de pouvoir progresser. Mais ça veut aussi dire que si on apprend, ça veut dire qu'on ne peut pas tout savoir. Et dit autrement, derrière les apprentissages, on peut aussi avoir les conversations sur notre rythme d'apprentissage. Et derrière rythme d'apprentissage, cette vision de est-ce qu'on va plus vite ou est-ce qu'on va moins vite? Et si on s'adapte à mon rythme, je peux plus facilement être engagé aussi dans la transformation. Et bien sûr, tout ça continue. Voilà 5 conversations qui, pour moi, sont essentielles si vous voulez maintenir une agilité qui est pérenne et qui est adaptée. Parlons maintenant du rôle des agents du changement. On peut les appeler coachs, on peut les appeler consultants, on peut les appeler managers même, on peut les appeler agile master, scrum master, tous ces gens-là qui gravitent et qui font que justement, on essaye de mettre en œuvre ces différentes approches. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important dans le thème de la simplicité? Parce que toutes ces personnes-là sont le miroir de la transformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête lorsque j'interviens. Je suis le miroir de la transformation que je veux développer. Du coup, c'est plus Dominique là. Mais Lao Tse nous dit que la simplicité, la patience et la compassion, ce sont ces 3 qui sont nos plus grands trésors.
Enfin, je vais naviguer un peu dans les trois pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Si on part de la simplicité, s'il y a bien un élément qui me paraît important, c'est de limiter le jargon. Un exemple qui m'est venu en tête, c'est imaginez que vous avez un touriste qui se balade et qui vient communiquer avec vous. Et il vient vous parler dans sa langue. Quel est le rapport que vous créez avec cette personne-là? Bien sûr, une langue que vous ne connaissez pas. Hein. D'accord. Donc, vous avez, je ne sais pas, un Chinois qui arrive et qui commence à vous poser des questions, bah, vous ne comprenez rien. Donc, comment vous voulez créer une connexion? Il n'y a rien. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si vous avez de la chance, il parle anglais. Et par chance aussi, vous parlez anglais. Du coup, il y a une connexion qui se crée simplement parce que chacun fait un pas l'un vers l'autre. Vous avez un troisième cas. Du coup, je vais prendre un autre exemple. Plutôt un Américain. L'Américain, il arrive, il va vous parler anglais, parce que vous êtes censé parler anglais. D'accord? Parce que cette langue-là, elle est censée être connue. Donc, c'est moi qui vais vous imposer cette langue. Et généralement, vous réagissez comment? Soit vous parlez bien anglais, et du coup, vous êtes content. Mais sinon, il y a une sorte de « je t'impose quelque chose », alors c'est moi qui viens d'arriver chez toi. Vous imaginez d'imposer une culture alors que vous venez d'arriver chez quelqu'un. L'idée est là, c'est que si je n'ai pas en fait un vocabulaire qui est adapté aux personnes que j'ai, je ne crée aucune connexion. Et donc, si je ne crée aucune connexion, comment est-ce que vous voulez avoir des gens qui comprennent ce qu'ils font? Ça va être difficile. Et donc, limiter le jargon est une manière de soutenir le sens sous ces trois dimensions. Non seulement la direction, pour expliquer où est-ce que je veux aller, une autre dimension qui est la signification, pourquoi est-ce que je le fais et en quoi c'est utile pour moi, et le troisième sens qui est au niveau de la sensation. Comment est-ce que moi, dans la transformation, j'arrive à voir où je me situe et comment est-ce que je vis la transformation. Donc le fait de se connecter en limitant le jargon avec un vocabulaire simple vous permet naturellement de créer une alliance. Et quand vous créez une alliance, c'est comme ça que vous pouvez avoir des équipes engagées. Deuxième aspect, c'était quoi déjà? C'était la patience, effectivement. Et donc derrière la patience, un premier aspect, c'est de privilégier l'inspiration à l'injonction. Parce que dans le monde agile, je dirais, il y a énormément de choses qui se font. J'en ai listé une petite partie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire privilégier l'inspiration à l'injonction? C'est que si j'arrive, moi en tant qu'agent du changement, et je vous dis on va faire du safe, bon, c'est pas grave, je l'avais déjà sur la bouche, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ça veut dire que je suppose d'une solution qui est bonne pour vous, et ça veut dire que j'ai supposé de vos problèmes. Mais est-ce que je vous ai déjà posé la question? Non. Et auquel cas, en quoi j'ai respecté les personnes là où elles sont? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je veux aller vite, je veux apporter une solution rapide. Mais est-ce qu'une transformation humaine, c'est naturellement rapide? Peut-être pas. Et donc l'inspiration, c'est ça. C'est comment est-ce que nous, en tant qu'agents du changement, on récolte toutes les informations qui sont importantes et comment est-ce qu'on les dépose en tant qu'option pour ouvrir les chakras. Mais c'est bien les personnes qui ont un besoin et un problème qui doivent choisir. Sinon, comment est-ce que vous voulez qu'elles soient engagées dans la transformation et que vous puissiez avoir les résultats que vous souhaitez? Dernier aspect, la compassion. Et la compassion, un des aspects qui me paraît important, c'est d'apprécier plus que juger. Et le terme apprécier, c'est vraiment au sens d'une définition qui est donner de la valeur. Ce n'est pas juste dire c'est positif, parce que c'est toujours positif, ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des choses qui sont négatives. Mais le fait que ce soit négatif ou positif, en vrai, c'est une donnée. Ce qui est important, c'est de donner de la valeur à ce qui est en train de se passer, plutôt que de dire oui, en fait, cette équipe, ils ne savent pas faire un délit, donc c'est des nuls. En fait, s'ils n'y arrivent pas, c'est quelque chose qui pour eux a de la valeur, quelque chose qui n'a pas de la valeur. Et comment est-ce que je travaille avec eux pour que les choses évoluent? Un deuxième aspect, c'est comprendre plus que convaincre. Parfois, les agents du changement, quand ils arrivent, il y a cette certitude de savoir c'est quoi la bonne chose. Et donc, il y a cette tendance à se dire, si tu ne vois pas l'intérêt de cette chose, c'est parce que tu
n'a pas compris et je vais t'expliquer. Plutôt que de savoir, en fait, où est-ce que toi tu es, dans quelle situation tu es, et comment est-ce qu'ensemble, on essaye en fait de construire la solution qui te fait sens. Et si ça va moins vite que ce que moi j'ai en tête, est-ce que c'est si grave que ça? C'est une question. Et donc, s'il y avait deux compétences complémentaires que moi j'avais en tête, qui nourrissent un petit peu ces trois-là, et qui me semblent essentielles, en tout cas. La première, c'est donc l'exemplarité. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'agent du changement, je n'ai pas cette capacité à écouter les gens, déjà, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Et qu'est-ce qui ferait que ces gens-là seraient engagés dans la transformation? Tu n'as pas de créer de connexion avec moi, je ne vais pas créer de connexion avec toi. Un deuxième aspect, si moi, en tant qu'agent du changement, je ne me mouille jamais quand ça devient difficile, comment est-ce que vous voulez développer le courage dans les équipes de faire autrement? Et le deuxième aspect, qui me paraît fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, étymologiquement, ça vient du terme humus, qui est la terre. Donc, c'est la connexion à la terre. C'est peut-être de se rappeler en fait qu'on est humain. Même en tant qu'agent du changement, on a plein de connaissances, surtout dans le monde de l'agilité, mais on n'est pas des super-héros. Et donc, c'est peut-être de se rappeler aussi qu'une transformation, c'est humain. Enfin, c'est ça, une transformation, c'est... Il y a des humains dedans. Et donc, qui dit humain dit faillible. Comment est-ce qu'on se donne aussi l'opportunité de ne pas avoir raison? Et comment on se donne l'opportunité de créer des connexions qui nous permettront ensemble d'avancer et d'apporter finalement les résultats qui répondent à de vrais besoins. Du coup, ma proposition ou mon invitation, c'est d'utiliser la simplicité comme une véritable stratégie de transformation. C'est-à-dire faire plus petit pour que si problème il y a, ce soit plus facile à résoudre. Pourquoi? Parce que on a tendance à dire que les obstacles sont un frein à notre avancée, mais ça, c'est parce qu'on voit les obstacles sur une ligne droite. Vous voyez que sur l'image que je vous donne, les rochers qui peuvent apparaître comme des obstacles, en fait, font partie du paysage. On peut aussi voir une transformation comme un cours d'eau. Et du coup, plutôt que d'essayer d'aller dans les murs et de voir est-ce que ça passe ou ça casse, peut-être que vous pouvez simplement aller là où ça passe. Et donc, ma proposition, c'est de contourner les obstacles plutôt que d'aller contre les obstacles. Pour finalement avoir quoi? Une agilité qui est adaptée, mais surtout une agilité qui répond à de vrais problèmes. Pour conclure, je vous laisse avec une dernière citation. La suivante. La vie, elle est vraiment simple, mais on insiste quand même pour la rendre compliquée. Merci à vous. Merci Olivier, merci à tous d'être venus, si nombreux, et puis merci aux personnes qui nous suivent en ligne. Il nous reste un peu de temps pour des petites questions. Est-ce qu'il y a des questions? Allez. Plein timide. Ah, merci. C'était pas obligé, hein? Si. Ouais, du coup, tu dis effectivement, peut-être il y a des bagages qu'on ne devrait pas conserver, enfin des trucs qui ne servent plus. Et comme tu dis, éventuellement, ça sert en souvenir, c'est OK, mais peut-être il ne faut pas qu'on s'en compte trop de ces trucs-là. Est-ce que toi, comme ça, là, tu saurais nous dire peut-être des trucs que tu as abandonnés, des pratiques que tu as abandonnées ou qui t'ont servi pendant un temps et que maintenant, c'est plus le cas, en fait? C'est une question difficile. S'il y a bien un truc que j'ai abandonné, c'est le fait de chercher à avoir raison. Tout le temps. Je suis humain quand même. Des fois, je cherche quand même à avoir raison. Mais il y a un moment donné où il y a une acceptation de je ne peux pas tout savoir. Et même si je pense savoir, ce qui est important, c'est que ce n'est pas moi qui vais vivre les conséquences de ce qui va se passer. Et donc, du coup, quand je suis dans une transformation,
à minima, c'est d'accepter que même si les gens ne sont pas d'accord avec moi à l'instant T, c'est peut-être parce qu'ils sont ailleurs. Et du coup, c'est à moi de me connecter à eux. Donc, il y a vraiment ce côté, tu vois, de l'expert qui arrive qui, moi, j'essaie de faire un peu le deuil de ça. Il y a l'expert et il y a l'accompagnant. Et moi, je préfère être un bon accompagnant qu'être un bon expert dans ce métier de la transformation, en tout cas. Ça, c'est un des aspects. Et sinon, je fais le deuil de la jeunesse aussi. J'avais souvent tendance à être le plus jeune de tes trucs, c'est plus le cas maintenant. Quand on m'appelle monsieur, etc., effectivement. Mais bon, voilà, je pense que ça résonne. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Petite question, il y a quelque chose qui me pèse et je voudrais le jeter. Mais dans ma relation professionnelle, cette chose est nécessaire à quelqu'un. Et donc, si je l'abandonne, ça ferait du tort à cette personne. Qu'est-ce que tu préconises? Discute-en. En fait, c'est la phrase que j'ai essayé de faire tout à l'heure que je n'ai pas réussi. Je vais réessayer. Il faut que je me concentre, parce que là, je suis encore avec les 1000 personnes, etc. En fait, on préfère... Ah, mon Dieu. On va arrêter la phrase. Je te donne juste un autre exemple. Un exemple que j'ai vu en entreprise. Je l'écrirai sur LinkedIn, la phrase, quand je l'aurai bien mise dans ma tête. C'est, par exemple, dans des entreprises, il y a des personnes que l'on sait, même dès qu'on arrive, je parle de personnes parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, on sait qu'elles font beaucoup de mal dans l'entreprise. D'accord? Et souvent, elles sont déjà à des strates managériales. OK? Et ces personnes-là, on le sait déjà. Moi, des fois, j'arrive dans une entreprise, je ne connais personne, on me dit, il y a une phrase qui me dit « Attention à cette personne ». Donc, je le sais. Mais par contre, on préfère garder cette personne-là, d'accord, plutôt que d'aller dans l'inconfort, d'avoir la conversation sur ce sujet-là. Donc, on préfère, en fait... Non, bref. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cet inconfort de traiter le vrai problème, parce que, par exemple, déplacer quelqu'un, par exemple, ça entraîne pas mal de démarches, il faut parler des choses directement avec la personne, est-ce que je sais gérer ça, les personnes vont s'énerver, etc. En fait, je déplace le problème ailleurs. Et ça, c'est un inconfort global. Et on préfère ça parfois d'aller chercher un confort qui est le nôtre avec un inconfort du mouvement. C'est pour ça que ce que je t'invite vraiment, c'est à avoir la conversation parce que c'est ça qui débloque la chose. Au moins, toi, tu vas comprendre ce qui est important pour elle dans ce que tu veux garder. Et toi, tu vas savoir si potentiellement ce truc-là, tu peux en jeter une partie. Et ce sera déjà mieux que ce n'était avant. Donc, créer en fait la conversation, pour moi, c'est le plus simple. Le plus simple, tout en étant le plus inconfortable. Et donc, potentiellement, on vise un compromis. Pas forcément. Je ne sais pas ce qui émerge de la conversation, mais en fait, le compromis, souvent, c'est un milieu où personne n'est vraiment content. Donc, moi, je suis plus à me dire, discutez-en. Vous voyez s'il y a une solution qui peut vous convenir à un instant T. Et la temporalité est importante. Au moins, ça vous permet d'expérimenter ensemble. Si je t'enlève ça pendant 3 semaines, qu'est-ce que ça change? Mais au moins, tu vois, le fait d'avoir un manque sur quelque chose, au moins, ça vous donne un espace pour créer quelque chose d'autre. Sinon, on se laisse aller dans une routine qui, en fait, nous irrite. Super conf. J'avais juste une question sur le terme compassion. Ouais. Certains utilisent plutôt le terme empathie. Est-ce que tu fais une différence entre les deux? Quand je vais regarder la définition de compassion, il disait de faire preuve d'empathie. Ah, très bien. Donc, c'est la réponse que je peux te donner. Ok, cool, merci. Merci. Il est 49, ça veut dire qu'on a quelques secondes pour une dernière question. Allez. Non. Pas d'obligation. Non, restez bienveillant avec Olivier, il ne la fera pas. Restons simples. Top. Encore un grand merci à toi, Olivier. Bel après-midi.